Pour la première fois de son histoire, Israël est dirigé par un homme portant une kippa sur la tête. Pour la première fois dans l'histoire d'Israël, un parti arabe participe à une coalition gouvernementale. Pour la première fois depuis 12 ans, la gauche de la gauche, le parti Meretz, se retrouve pourvu de portefeuilles ministériels. Il aura fallu la réunion d'éléments aussi hétéroclites et contradictoires pour que Benjamin Netanyahou ne soit plus à la tête d'Israël, une première également depuis 12 ans. Que cela nous enseigne-t-il sur les mouvements de fond qui animent la société israélienne? Pour en parler, nous sommes avec l'historien et professeur en sciences politiques, Denis Charbit, depuis Tel Aviv. Bonjour Denis. Bonjour. Alors, faire tomber Netanyahou, d'accord, mais est-ce que ça suffit comme programme? Est-ce qu'elle peut vraiment tenir cette coalition, selon vous? Le premier devoir de ce gouvernement, c'est d'abord de rétablir une stabilité politique qu'on n'avait pas depuis près de 30 mois. Et donc, je dirais que la première mission, c'est d'abord de rétablir la confiance dans les institutions. Rappelons que Netanyahou, ces dernières années, s'en est pris énormément à la justice, à la police, aux fonctionnaires du ministère des Finances. Tout ceci a entraîné, je dirais, donc un climat de désarroi au sein de la fonction publique qui se sentait menacée. Voilà, les choses vont rentrer dans l'ordre avec, je dirais, à cause du caractère hétéroclite de la coalition que tu as nommé et mentionné à juste titre, cela va conduire, me semble-t-il, en tout cas ce devrait être leur intérêt et leur ambition, pour les ministres, précisément parce que la moitié d'entre eux n'ont jamais obtenu de portefeuille ministériel, eh bien c'est d'être tenus à des résultats et à s'occuper de leur ministère. Il y avait un travers énorme, je dirais, dans les rapports entre le pouvoir et les médias, c'est que quel que soit le ministre qu'on interrogeait, on lui demandait toujours son avis sur les rapports entre la synagogue et l'État, sur la question palestinienne et sur le nucléaire iranien, alors qu'il était ministre du transport, de la santé ou de l'éducation. Et on ne leur demandait jamais rien sur leur travail parce qu'on estimait, à tort ou à raison, que ça ennuie le spectateur. Eh bien, je crois que justement le fait que ce soit aussi disparate sur le plan idéologique va forcer les ministres à parler de leur bilan parce que c'est cela finalement, c'est sur cela, cet objectif-là qu'ils vont pouvoir démontrer à leur base électorale, mais même au-delà, ce dont ils sont capables. Cette stabilité-là, elle implique quand même que les différents partis mettent de côté les querelles partisanes, idéologiques, personnelles. Or, on a vu ces derniers mois, ces dernières semaines, combien ces querelles-là étaient violentes. Donc, vous croyez vraiment qu'on puisse ranger ça de côté et que ça puisse tenir? On dit en général que c'est quoi les problèmes, c'est quoi les grandes divisions idéologiques? C'est la synagogue et l'État et c'est la question palestinienne. Moi, je parie que sur la question palestinienne, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de division. Pourquoi? Pas simplement parce que Bennett voudra faire plaisir à son électorat, et pas simplement parce qu'il doit tenir compte des ministres du centre et de la gauche qui sont dans son gouvernement, mais d'abord et avant tout parce que Joe Biden est à la présidence de la Maison-Blanche. Je fais même le pari suivant. Si Trump avait été réélu, il n'y aurait pas eu de gouvernement de ce type. Pourquoi ça? Pourquoi? Parce qu'il aurait donné le feu vert à des projets d'annexion et bien entendu qu'aucun parti du centre et de gauche, et avec le soutien du parti islamique modéré, n'aurait pu soutenir une telle fuite en avant. Donc d'une certaine manière, la liberté de manœuvre de Bennett sur cette question-là est relativement limitée. En revanche, je dirais, c'est une hypothèse que je lance, le seul domaine dans lequel il pourrait y avoir un véritable changement, une véritable révolution, mais il faudra le faire effectivement avec beaucoup de sagesse et de prudence, c'est effectivement la communauté orthodoxe en Israël. Oui. Elle n'est plus représentée au gouvernement, oui. Et c'est le temps, le moment, non pas, contrairement à ce que voudrait peut-être Lapide, les incorporer dans l'armée israélienne, ça c'est un combat qui me semble perdu, qui me semble d'ailleurs secondaire. Oui. Par rapport à l'objectif beaucoup plus important, qui est de restructurer cette communauté orthodoxe en abolissant cette mesure qui a été prise pour faire plaisir à l'électorat laïque, c'est-à-dire on a dit aux orthodoxes de 18 ans à 24 ans, vous n'avez pas le droit d'aller travailler. Eh bien, Bennett a comme projet de faire baisser l'âge de la sortie des hommes dans le marché de l'emploi de 24 à 21 ans.
Donc ça veut dire que pendant 3 ans, ils pourront aller étudier en yeshiva, et à partir de maintenant, ils seront libres, s'ils le veulent, bien entendu, personne ne va les forcer, d'aller travailler. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans cette situation paradoxale où c'est dans un gouvernement où les orthodoxes ne sont pas représentés qu'on va retrouver une solution à l'intégration des orthodoxes dans la société israélienne. Exactement, mais là, il faut le dire parce que la classe politique orthodoxe ne veut pas de ce changement structurel. Ils préfèrent les avoir dépendants. Ils préfèrent quémander auprès du budget de l'État ou auprès des autorités de l'État encore des budgets pour leur yeshiva, plutôt que de donner des ailes libres aux hommes d'aller travailler s'ils le souhaitent, d'aller se former à l'université s'ils le souhaitent. C'est ça, et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas. Et c'est Netanyahou, plus que quiconque, était conscient de cette révolution nécessaire d'intégrer les hommes dans le monde du travail, et il l'a repoussé par intérêt politique. Par clientélisme. Exactement. Et ça, Bennett peut le faire, ça, Lapid peut le faire, la gauche peut le faire, et je pense qu'il y a une demande à l'intérieur de la jeunesse orthodoxe pour que cette opportunité-là soit ouverte. Et là, c'est une réforme, et ça transformera l'État d'Israël. Alors ça, c'est pour une minorité israélienne, les Haredim, les orthodoxes. Il y a une autre minorité, ce sont les Arabes d'Israël. Alors, vu de France, on est quand même un peu ébahis, parce qu'il y a quelques semaines, on assistait encore à des ambiances, à des émeutes très violentes dans les quartiers arabes des villes israéliennes, un climat de quasi-guerre civile, des synagogues vandalisées. Et voilà qu'aujourd'hui, on a un parti islamiste qui fait son entrée dans cette coalition gouvernementale. Alors certes, le monde arabe israélien n'est pas un bloc homogène, mais ça interpelle tout de même. Comment est-ce que ces deux réalités peuvent quasiment cohabiter au même moment? Alors, je dirais que là, il y a effectivement une surprise qui moi-même m'a laissé en état de choc. C'est qu'on avait toujours vu, depuis une décennie environ, la société bouger, évoluer sur la question de l'intégration des Arabes, alors que la classe politique était fermée. Il était inconcevable, et on l'a vu avec Benny Gantz, inconcevable de faire appel à la liste arabe unifiée, alors même qu'elle avait donné son mandat à Benny Gantz, c'était en mars 2020. En revanche, là, ce qui est surprenant, c'est qu'on a assisté incontestablement à une régression sociale. C'est de la société qui est venue, je dirais, le divorce, le climat de guerre civile, et moi-même j'en étais extrêmement inquiet. Et surprise, c'est de l'arène politique que vient en quelque sorte le salut, ou en tout cas le contrepoids. En intégrant, alors non pas au gouvernement, mais dans la coalition, ce parti arabe unifié. Et là, je voudrais rendre hommage à Netanyahou. Pourquoi? Parce que ça, de la même manière qu'il avait compris qu'il faut intégrer les femmes arabes et les hommes orthodoxes dans le marché du travail pour que la croissance soit maintenue et garantie. Il a décidé en 2016 d'accorder, c'est la résolution 922, alors pas de l'ONU mais du gouvernement israélien, d'accorder un budget structurel, c'est-à-dire qui ne dépendait pas des négociations autour du budget, pour améliorer les infrastructures. Et une grande partie de cette somme a été affectée. Mais il l'a fait tout en maintenant, pour protéger sa base nationaliste, tout en maintenant une rhétorique, mais insupportable, considérant tous les partis politiques arabes avec lesquels il négociait l'affectation des budgets et à quelles sont vos priorités et à quoi il faut le dire. Et en sortant, c'était des soutiens du terrorisme, des suppôts du terrorisme. Cet écart-là entre une rhétorique belliqueuse et des actes qu'aucun gouvernement israélien de gauche, du centre n'a jamais pris auparavant, eh bien, va aboutir aujourd'hui à un moment qui est effectivement peut-être un tournant, c'est-à-dire qu'on va avoir enfin l'adéquation entre une politique d'intégration économique et sociale des Arabes israéliens. Il faut voir à l'université, même pour l'administration, on dit il faut avoir un quota d'Arabes parce que jusqu'à présent on n'en a pas assez, et ça gagne le high-tech, ça gagne pratiquement. Donc c'est une réalité palpable sur le terrain. Tout à fait, c'est une réalité palpable sur le terrain. Je prends toujours l'exemple, quand on va au restaurant, vous avez à vos côtés un couple dont vous identifiez que la femme est musulmane par le voile qu'elle porte. Ça n'arrivait jamais, c'est même plus seulement sur les lieux de travail, c'est aussi sur un lieu de loisir. Donc c'est fort ce que vous êtes en train de nous dire, Denis Sharbit, c'est-à-dire qu'on doit à Netanyahou
qu'on se retrouve avec une coalition anti-Netanyahou qui comporte un parti arabe. Tout à fait. Et je dirais ça, c'est vraiment pas à l'honneur du centre et de la gauche en Israël, en tout cas du centre. Pourquoi? Même Bennett, dans son discours d'investiture, a remercié par ironie, mais le remerciement était fondé, de dire merci de nous avoir ouvert la voie pour l'intégration de Mansour Abbas et de son parti dans la coalition. Parce que c'est vrai, et ça, je peux vous le signer, durant la campagne électorale de mars 2021, sans je dirais la manière dont il a courtisé l'électorat arabe, Netanyahou a ouvert les vannes, c'est lui qui détenait la légitimation de la représentation politique arabe. On peut aussi mettre ça sur le dos d'un calcul cynique politique qui était que tout était bon à prendre pour rester au pouvoir. Alors, attention, soyons très clairs, et là-dessus je suis ferme tant vers la droite qu'envers la gauche. Ce cynisme-là, il est vrai pour l'un et pour l'autre. Si les uns ou les autres avaient pu se passer du parti arabe Ra'am, ils s'en seraient passés. Mais c'est là où la conjoncture peut devenir demain peut-être une nouvelle page dans l'histoire des relations politiques à l'intérieur d'Israël, c'est-à-dire qu'enfin, on a terminé cette phase qu'avait inaugurée Ben Gurion en 1949, lorsqu'on désignait des acteurs définitivement exclus, non pas de la représentation politique, mais de la participation à l'exécutif politique. Donc, alors, on verra bien ce que ça donne. Je ne suis pas en train de dire que désormais, ils feront partie de toutes les coalitions, mais quelque chose ici a changé. Il faudra voir si l'essai est confirmé, mais incontestablement, ça aussi, on le doit. Et on va aboutir, donc, pour répondre à ta question, à une harmonisation entre la rhétorique du gouvernement et sa pratique, et pas ce décalage sur lequel Netanyahou jouait en permanence, parce que qui connaissait la décision 922, il n'y a pas 10% d'Israéliens qui étaient au courant. En revanche, la rhétorique, tout le monde entendait, parce qu'on sait bien que le verbe de Netanyahou, ça a été toujours sa force. Nombreux étaient ceux qui s'inquiétaient ces derniers temps pour l'état de santé de la démocratie israélienne. Ils doivent être un peu rassurés. Israël n'est pas la Russie, Israël n'est pas la Turquie. Une rotation du pouvoir a fini par y avoir lieu. Aucun leader charismatique n'y est indéboulonnable, certes. Cela dit, ce changement de régime, il se fait quand même dans un climat extrêmement houleux. On entend de plus en plus ce champ lexical de la trahison dans le camp de Netanyahou. Il y a des députés qui osent plus sortir de chez eux, qui reçoivent des menaces de mort, qui osent plus mettre leurs enfants à l'école. Bennett a eu du mal à tenir son discours à la Knesset. On a le sentiment quand même d'être assis sur une cocotte minute prête à exploser. À quoi est-ce que c'est dû ce climat ? Là, malheureusement, je vais être obligé une fois de plus d'incriminer la responsabilité de Netanyahou. Je vais suffisamment décerner d'éloges aujourd'hui pour me permettre ici d'être plus sévère à son endroit. Le vrai reproche, le reproche peut-être le plus fondamental, outre cette question palestinienne que j'ai évoquée tout à l'heure, que je fais à Netanyahou concernant la scène intérieure, c'est de n'avoir cessé, au nom de son charisme, au nom de sa popularité, et c'est vrai qu'il était populaire, et c'est vrai qu'il avait du charisme, et c'est vrai qu'il avait du verbe, c'est d'avoir sans arrêt violé, transgressé les normes. La dernière en date, je ne sais pas si vous êtes au courant, la dernière en date, c'est qu'il n'y aura pas de cérémonie, quand je dis officielle, c'est-à-dire au vu des caméras, de passation de pouvoir entre Naftali Bennett et Benjamin Netanyahou. Bon, ça nous rappelle quelqu'un récemment aux États-Unis. Exactement. Et que Netanyahou soit tenté de le faire, que cette comparaison, il ne la redoute pas, vous montre l'état grave dans lequel la démocratie se trouve. Et je veux le dire ici avec gravité et avec solennité. Si la démocratie aujourd'hui tient bon, c'est d'une part grâce à tous ceux qui ont protesté pendant un an et qui n'ont cessé de dire depuis le premier jour, un Premier ministre mis en examen, qui comparaît 3 fois par semaine devant ses juges, ne peut pas être Premier ministre. Ce retour à cette morale élémentaire, nous l'avons. Mais il y a un deuxième public, un deuxième auditoire à qui je rends hommage aujourd'hui. C'est effectivement la base électorale de Netanyahou.
qui ne s'est pas comporté comme les supporters de Trump allant au Capitole pour investir, en l'occurrence ici la Knesset. Ils auraient pu le faire. Ils auraient été galvanisés par Netanyahou. Ce n'est pas à Netanyahou qu'on doit cette retenue à laquelle on a assisté hier. C'est effectivement ça, ils ont compris que un gouvernement est mis en place et on doit le respecter. En revanche, ce qui est clair, c'est que nous avons 3 leaders de 3 partis de droite qui, contrairement à ce que dit Netanyahou, lorsqu'ils ont franchi le Rubicon pour s'allier à Lapid, ils n'ont pas laissé leur idéologie derrière. On ne peut pas comparer la décision de Bennett, de Gideon Sa'ar et d'Avigdor Lieberman à celle, par exemple, de Sharon, d'Ehud Olmert ou de Tzipi Livni. Quand ils ont décidé de fonder le Kadima, lorsqu'ils ont quitté le Likoud, c'était pour dire la voix du Likoud n'est plus la nôtre. Bennett reste fidèle au chemin ou à la voie idéologique, à l'itinéraire idéologique qui est le sien. Il n'a pas dit les Palestiniens méritent un État, pas du tout. Et donc de ce point de vue-là, ça c'est dû à quoi? C'est dû au fait que ils ont éprouvé le sentiment qu'ils n'étaient plus en mesure de coopérer avec lui, de collaborer avec lui. Ils ne savaient faire autre chose que d'écraser quiconque avait une voix un peu différente. Et effectivement, moi je les en félicite, mais ils ont un peu plus de, d'autorité et de respect d'eux-mêmes que ne l'avaient les ministres de Netanyahou. J'ajouterais d'ailleurs, les gens l'ont oublié. On dit Bennett a trahi, mais qui a refusé d'intégrer le parti Yamina dans la coalition qui s'est expirée hier? C'est Netanyahou. Bennett, encore une fois, n'a pas fait partie de la coalition bleu-blanc Likoud et orthodoxe parce que Netanyahou n'en voulait pas. Ça, on n'a rien dit. Personne n'a crié à la trahison. Moi-même, j'ai trouvé que c'était une erreur politique terrible qu'il paye aujourd'hui. Et j'étais d'ailleurs surpris que Bennett n'y fasse pas référence. Je voulais terminer, Denis Charvit, avec un mot un peu plus personnel. On vous entend souvent dans les médias français, notamment lors des moments de guerre, de conflit, encore très récemment, et on vous entend débattre avec des personnes qui tiennent des positions radicalement antisionistes, parfois même pro-Hamas, sur Mediapart, sur France Culture, encore récemment. Est-ce que ça a vraiment un sens de discuter avec ces personnes? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de faire office de caution sioniste à des médias plutôt défavorables à Israël dans ces cas-là? Non, et je suis d'abord très touché, presque ému que vous m'ayez posé la question. J'ai passé 2-3 semaines très difficiles, très perturbantes, parce que j'ai été accusé de trahison et beaucoup me critiquent, et j'entends la critique, mais pas celle qui consiste à dire que je suis traître à mon pays. Je dirais ceci, par rapport aux médias en général, j'ai toujours eu le sentiment que j'avais un rôle responsable à assumer, j'avais une responsabilité à assumer, et cette responsabilité consiste à faire entendre une voix raisonnable sur le conflit israélo-palestinien. Je ne peux souscrire à cette vision qui consiste à noircir Israël et à blanchir les Palestiniens, ou à blanchir Israël et à noircir les Palestiniens. Ma vision est contrastée, ma vision est nuancée. Mais est-ce que ça justifie de discuter avec n'importe qui? Écoutez, moi je compte sur l'intelligence du spectateur ou de l'auditeur, surtout quand ça dure un long moment. Et je me dis qu'entre ceux qui présentent du conflit une vision manichéenne et ceux qui, comme moi, font l'effort de présenter une vision plus nuancée et équilibrée et qui ont le cul entre deux chaises, pardonnez-moi l'expression, eh bien, je crois que j'espère en tout cas, que parfois je peux allumer une lueur chez certains qui se disent, mais finalement, le conflit israélo-palestinien, ça peut pas se réduire à un match de foot entre deux équipes, on est pour les uns et forcément contre les autres. Cette tâche-là, c'est une tâche de Sisyphe. Cette tâche-là, je ne cesserai de la porter tant que on fait appel à moi. J'y crois, je pense que, et j'entends parfois des gens qui me disent d'ailleurs, on n'est pas d'accord avec vous, mais vous défendez vos idées avec honnêteté, avec conviction,
Et je peux dire que cette fois-ci, j'ai beaucoup payé. Je ne vais pas étaler mes problèmes ici. Ça a été beaucoup plus difficile et beaucoup plus pénible que jamais depuis qu'on m'invite et qu'on me demande de m'exprimer là-dessus. Mais je continuerai. Il y a presque un sens de la mission là dans ce que vous dites. On a l'impression que Je vais vous faire plaisir, Ruben. Le plus bel hommage que j'ai jamais reçu, c'est quelqu'un qui m'a dit, mais toi, en fait, t'es comme un Lubavitch. C'est-à-dire, mets les tuiles seulement et ça suffit. Ben voilà, moi j'ai un petit peu aussi ce côté Lubavitch en quelque sorte, qui consiste à dire, voilà, là où on m'appelle, je réponds présent, mais toujours fidèle à cette ligne-là. Vous savez, je suis pas un ambassadeur, je suis pas mandaté ni par un parti politique, je suis pas encarté ni par quoi que ce soit. Je suis animé par mes convictions, par l'amour d'Israël, oui, c'est vrai. Qui me fait beaucoup souffrir. Hein. Ce n'est pas une réjouissance. Je l'ai dit pendant l'intifada, je suis un sioniste inquiet. Je le suis moins ce soir, aujourd'hui, parce que voilà, il y a un nouveau gouvernement et que l'alternance est toujours une bonne chose. Je dis l'avantage de la démocratie, c'est que les choses changent. Elles peuvent progresser, elles peuvent régresser, mais c'est ça qu'offre la démocratie. En Cisjordanie, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas d'apartheid, ok, il n'y a pas de démocratie non plus. Et c'est pour ça que je suis inquiet, parce que là, c'est une autre forme d'autorité qui s'exerce, que j'assume puisque je suis citoyen israélien. Bon, alors on va dire, je suis déchiré, je suis écartelé. Oui, bah, j'assume cet écartèlement. C'est toujours plus méritant, me semble-t-il, que de chercher la complexité. C'est tellement facile d'être de la droite israélienne, c'est tellement facile d'être pro-palestinien. Je refuse cette facilité-là. Merci beaucoup, Denis Charbit.